Chers auditeurs du Club du Mercredi, bonjour, bienvenue dans ce nouvel entretien. On essaye de tenir le rythme d'un entretien par semaine et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Levigan. Alors Pierre Levigan, vous devez le connaître, vous avez déjà eu l'occasion, je pense, de visionner une vidéo en sa compagnie, d'une part parce que nous en avons déjà réalisé une lors du premier confinement, d'autre part aussi parce que Pierre est un auteur prolifique, présent au sein de nombreux réseaux, proche du cercle Aristote, auteur pour la revue Éléments. Il est sollicité par de nombreuses radios du camp national auprès desquelles il donne quelquefois des entretiens aussi. Donc, le nom de Pierre de Levigan ne doit pas vous être inconnu. Si toutefois vous ne le connaissez pas, sachez donc qu'il est un auteur prolifique, essayiste, urbaniste de profession, spécialiste de l'histoire des idées philosophiques. En témoigne la parution récente de ses livres Avez-vous compris les philosophes en 4 volumes qui sont disponibles auprès du diffuseur Bookelis. Auteur, c'est sa dernière parution du Grand Empêchement. Le livre se nomme Le Grand Empêchement, disponible aux éditions Perspectives Libres chez les amis du Cercle Aristote, que nous saluons bien amicalement. Et puis Pierre, donc moi j'ai souhaité m'entretenir avec vous aujourd'hui pour aborder les conséquences psychologiques de la crise sanitaire actuelle, du confinement, des mesures qui entourent cette crise. Et cet entretien, je souhaite qu'il s'appuie notamment sur une parution plus ancienne que vous aviez faite, un livre nommé Le malaise est dans l'homme, dans lequel vous vous étiez beaucoup intéressé aux questions de psychologie et aux troubles psychologiques modernes. Donc, on va prendre le temps de revenir là-dessus. Donc, voilà, Pierre, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour Maxime. Bonjour Bonjour Pierre. aux auditeurs du Club du Mercredi et du Cercle Aristote d'une manière plus générale. Alors, ce que je vous propose de faire, avant d'aborder les conséquences psychologiques même du confinement, ce serait de revenir quand même sur ces conséquences sur notre mode de vie. Faisons un point, posons le décor, et puis ensuite nous affinerons notre raisonnement. Quelles sont factuellement les conséquences du confinement sur notre mode de vie, Pierre ? Oui, alors les conséquences sur notre mode de vie, à la fois des confinements, des couvre-feux qui sont en fait un confinement déguisé, puisque à partir de 18 heures, là depuis quelques jours, sur toute la France, chacun doit rester confiné chez lui. Donc, ce qui fait de longues soirées. Alors, c'est le rétrécissement du lien social. Là, c'est vraiment l'une des conséquences majeures, puisque les gens ne peuvent pas se donner rendez-vous à l'extérieur en dehors d'un créneau où en général ils ne sont pas disponibles parce qu'ils travaillent. Ils peuvent difficilement se rendre chez l'un ou chez l'autre puisqu'il faudrait le faire extrêmement tôt et ensuite ne pas ressortir, donc rester dormir chez l'un ou chez l'autre puisque avec le confinement ou le couvre-feu, il est impossible de rentrer chez soi. Donc en fait, c'est vraiment un écrasement du lien social, un rétrécissement du lien social qui est terrible, avec aussi bien la difficulté de se voir même chez l'un ou chez l'autre, et puis l'impossibilité de se voir avec l'interminable fermeture des restaurants, des cafés, des lieux publics. Il ne reste que les jardins publics qui sont ouverts, mais il est évident que l'hiver, c'est pas le lieu de rendez-vous idéal. Donc c'est une situation vraiment inédite, puisque même dans des périodes très difficiles comme sous l'occupation, on n'a jamais connu de restrictions aussi flagrantes des libertés les plus essentielles, véritablement les plus essentielles. Voilà donc sur les conséquences sur notre mode de vie. On reviendra aussi sur des aspects particuliers, mais par exemple les sportifs qui n'ont plus accès aux salles de sport, aux piscines, enfin qui depuis maintenant presque un an ont dû suspendre leurs entraînements, quoi, ce qui est quand même quelque chose de totalement fou si on veut bien y réfléchir. Et qui consiste pour certaines personnes à les priver de ce qui fait le sens même de leur vie. Un athlète, vous lui dites que pendant une année, il ne pourra plus s'entraîner, moralement, c'est extrêmement dur. Enfin, c'est terrifiant. Oui, alors l'exemple des sportifs est parfaitement adapté pour faire la transition.
au-delà de la question des athlètes, et c'est un sujet qu'on connaît bien, puisqu'il suffit de s'entretenir avec n'importe quel sportif de haut niveau sur l'effet provoqué par sa retraite, et le fait que pendant des mois, des années, il ne pratique plus avec autant d'intensité le sport qui a fait toute sa vie avant, pour comprendre effectivement les dégâts psychologiques que ça peut créer. Mais même en étendant l'exemple, on sait que beaucoup de personnes régulent leurs humeurs en allant à la salle de sport à la fraîche ou tard dans la soirée, et arrivent finalement à déstresser grâce à ça. Et bien aujourd'hui, ces personnes-là sont enfermées chez elles, accumulent du stress parce qu'on peut continuer à aller travailler tout de même, mais n'arrivent plus forcément à s'en départir. Bon, c'est un exemple, et ça nous permet de venir directement aux conséquences psychologiques de ce confinement et de ce couvre-feu. Bon, on prend un petit peu d'avance en parlant de confinement, parce qu'on entend parler partout d'un troisième confinement à venir. C'est vrai qu'en plus, ça crée de l'angoisse également, hein. On peut faire un petit point là-dessus, Pierre? Dites-nous quelles sont les conséquences psychologiques. Tout à fait. Donc, donc, effectivement, le changement de mode de vie a des conséquences proprement psychologiques. Alors, la principale, c'est l'anxiété, hein, une sorte d'angoisse diffuse. La perte des repères aussi, hein, puisque le rythme devient pour beaucoup métro, travail, retour à la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sas de décompression consistant à prendre un café avec les collègues à la sortie du bureau ou à rejoindre des amis avant de rentrer chez soi. Les courses doivent être faites, c'est pas à proprement parler une partie de plaisir, mais alors pour le coup, ça devient véritablement une corvée parce qu'elles doivent être faites le plus rapidement possible avant 18 heures. Donc, outre que les gens sont écrasés les uns contre les autres dans les magasins, ce qui a priori est contre-productif par rapport à la distance qui contribuerait à ne pas diffuser le virus, outre cet aspect proprement sanitaire, psychologiquement, ça fait de ce moment des courses quelque chose qui est extrêmement désagréable parce qu'il faut le faire le plus vite possible et écraser les uns contre les autres, ce qui est vraiment pas d'une grande convivialité. Les anxiétés se développent parfois malheureusement en dépression. Alors là-dessus, on a des retours très inquiétants des médecins aussi bien généralistes que psychiatres hein, sur l'explosion du nombre de gens en état dépressif ou extrêmement anxieux, qui consomment donc plus de médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs, avec les risques malgré tout d'accoutumance, avec le fait qu'aucun médicament n'est neutre, aucun médicament n'est sans effet secondaire. Donc c'est quand même très inquiétant que tant de nos compatriotes soient amenés à multiplier les prises de médicaments. Et en même temps, c'est totalement compréhensible puisqu'on les prive de tous les sas qui permettent de décompenser les stress. Alors, on avait parlé bien sûr des salles de sport, on peut parler des bières bues entre amis en début de soirée qui ne sont plus possibles. Il y a les sorties nocturnes. Il y a tous les célibataires qui ne peuvent plus vivre une vie affective, amoureuse, sexuelle en conditions normales, puisqu'effectivement, pas question d'aller à un rendez-vous à 4 km de chez vous, puisque ça sera incompatible soit avec le confinement, soit avec le couvre-feu à 18 heures. Mais alors Pierre, avec quand même la petite subtilité que pour beaucoup, le confinement était en réalité plus apprécié que le couvre-feu, parce qu'on pouvait aller faire une balade nocturne à l'heure de notre choix. On était tenu de rester chez nous, mais on avait quand même la possibilité de sortir. Et on pouvait plus ou moins gruger avec les forces de l'ordre. On avait la possibilité de justifier de notre présence à l'extérieur. Le couvre-feu ne permet plus de le faire, hein. En réalité, le couvre-feu est pire que le confinement. Oui, le couvre-feu, alors surtout à 18 heures, parce que certains pays, par exemple, ont fait un couvre-feu à 23 heures ou à 22 heures. Bon, c'est certes une contrainte, mais c'est vrai que c'est pas totalement dramatique, il faut bien reconnaître. Mais un couvre-feu à 18 heures, c'est effectivement épouvantable. C'est-à-dire aucun footing à la sortie du travail, aucun rendez-vous possible.
Voilà quoi. Si vous avez un ami qui termine à 17h30 et que vous-même vous terminez à la même heure, mais que vous êtes éloigné de plusieurs kilomètres, il est évident que vous n'aurez absolument pas la possibilité de boire un verre avec lui avant 18h. Donc ça provoque effectivement un isolement. L'isolement accroît les angoisses, accroît la dépression, les troubles alimentaires. Alors, croissance aussi des problèmes d'alcool. Il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans l'alcool. Pour d'autres, c'est l'anorexie, en tout cas troubles alimentaires, etc. Addiction aux écrans. Alors là aussi, c'est un des gros problèmes de notre société, l'addiction aux écrans. Mais il est certain qu'en période de couvre-feu ou de confinement, le couvre-feu étant un confinement déguisé, et comme vous le dites, avec certains aspects encore plus contraignants, puisqu'au fond, en période de confinement, on avait quand même le droit de sortir 1 heure par jour, et cette heure, vous pouviez la choisir, mettons, à 20h, par exemple. Donc, effectivement, dans la période actuelle, il y a un isolement terrible, une addiction aux écrans qui est accrue par le télétravail, par la proposition de consultation médicale par vidéo. Bon, ce qui a des limites évidentes. On comprend très bien que… Alors, quid de la palpation, si vous dites que vous avez une douleur à l'épaule gauche, évidemment, par vidéo, c'est tout de même pas très efficace. Et puis, en termes de contact humain, il est évident que c'est pas du même ordre que le contact réellement physique, le partage d'un espace, le partage du bureau d'un médecin ou du bureau d'un psychologue, que sais-je, c'est pas du tout du même ordre. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'absolument dramatique, c'est la numérisation de l'homme, on reviendra sur ces questions. Et puis, il y a un certain nombre de gens, notamment les urbains, qui ne peuvent pas vivre en état de ralentissement de leur rythme. C'est-à-dire que leur rythme de vie consiste à faire des rencontres régulièrement, de tous ordres, consiste à sortir, à aller au spectacle, à aller écouter des concerts, à aller au théâtre régulièrement. Et ces gens-là, si vous ralentissez leur rythme, en supprimant carrément de toute façon tout spectacle, tout concert, etc., vous les déstabilisez complètement, quoi. Vous les mettez en dépression. Si vous voulez, si on veut prendre une comparaison historique, tous les biographes de Napoléon expliquent que à chaque abdication, il y a eu celle de 1814 avec sa tentative de suicide à Fontainebleau, et il y a eu celle de 1815 après Waterloo. À chaque abdication, il y en a eu 2 donc, de Napoléon, il a un moment de totale dépression. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à être hyper actif, à s'intéresser à un nombre de choses incroyables, mais il y a d'autres gens, il n'y a pas que Napoléon, il y a toute une série de gens dans les grandes villes qui sont des gens très actifs, qui ont beaucoup d'amis, qui sortent beaucoup, qui s'intéressent à différents types de musique, à différents types d'art théâtral, etc. Et si vous voulez, au moment où tout d'un coup ils sont confinés chez eux, prendre un bouquin, ça ne leur suffit pas. Ils ont besoin de partager les plaisirs d'un concert, les plaisirs d'un spectacle. Et ces gens-là, en les obligeant brusquement à ralentir de manière énorme leur rythme de vie, à rétrécir en quelque sorte leur champ de vie, vous les faites entrer en dépression, c'est-à-dire que vous les mettez en état de véritable implosion psychique. Voilà. C'est très intéressant, la question de l'urbain. C'est vrai que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que vivre à la ville, c'est faire le sacrifice volontaire de vivre dans des surfaces qui sont plus petites qu'à la campagne. Et justement, on compense cette vie dans des surfaces plus restreintes par des sorties plus nombreuses et par une vie culturelle, une vie sociale plus nourrie que celle de la campagne. Or là, on perd la récompense et on ne subit que
que les petites surfaces et ce que nous fuyons finalement quand on vit à la ville. Hein. Vivant moi-même en plein centre-ville, il est vrai que je me reconnais beaucoup dans le diagnostic que vous faites à l'instant. Et par ailleurs, on peut avoir une petite pensée pour les personnes qui vivent à la campagne, qui n'ont pas, et c'est là l'effet aussi des confinements, ça nous fait réaliser, qui n'ont pas nécessairement les moyens de sortir au restaurant tous les samedis soirs, d'aller au bar en semaine, de rencontrer des gens qui quelquefois ne travaillent pas non plus, qui sont chez eux, c'est toutes ces personnes qui sont chez elles toute la journée et qui n'ont rien d'autre à faire que ce que nous faisons, nous, pendant le confinement, c'est-à-dire consommer du temps sur des écrans, éventuellement s'occuper d'un morceau de terrain, parce qu'elles ont quand même le privilège d'avoir un morceau de terrain, ce que nous n'avons pas à la ville. Mais on a la sensation de vivre comme, en grossissant un petit peu le trait, quelqu'un de laissé un petit peu pour compte dans la Creuse, quoi. Donc, tout ce mode de vie-là dont on ne se rendait pas compte et qu'on méprisait un petit peu nous revient en pleine face aujourd'hui. Et c'est la crise, le confinement, cette crise sanitaire, c'est la crise des gagnants. Hein, c'est pas les gens qui ont déjà perdu au niveau économique et sur le champ de la mondialisation. Comme on le disait au moment des Gilets jaunes aussi, ces gens-là sont assez peu atteints par les effets du confinement actuel. Oui, tout à fait. Il y a une grande différence quand même entre urbains et ruraux par rapport au confinement. Alors, outre que certains témoignages de gens qui habitent dans des bourgs de campagne expliquent que, à vrai dire, ils sont très rarement contrôlés et que finalement, certains disent, à vrai dire, ça n'a pas changé grand-chose à mon mode de vie. Pour les urbains, c'est vrai que l'intérêt de la ville, c'est les espaces publics. Par le moment où les espaces publics sont tous fermés, où les musées sont tous fermés et les cafés aussi, c'est vrai qu'habiter en ville n'a strictement plus aucun intérêt. À la campagne, il vous reste au moins les plaisirs du paysage ou au bord de la mer. Vous avez quand même les plaisirs d'une plage. Vous pouvez vous promener au moins pendant 20 minutes pendant la journée. Mais en ville, c'est totalement terrifiant. La ville sans café, sans restaurant, ça n'a aucun intérêt. Et effectivement, les surfaces des logements des urbains étant infiniment plus petites que, vu le coût, que les surfaces des logements, qui sont souvent des maisons des ruraux, ça change tout, quoi. Si vous voulez, quand vous avez 20 mètres carrés dans un quartier sympathique de Paris, en général, vous compensez en étant souvent dehors, en voyant des amis au bistrot. À partir du moment où il n'y a plus de bistrot, où votre vie se résume à être confiné dans vos 20 mètres carrés, ça devient tout simplement insupportable. C'est quelque chose de très important. Alors, il y a aussi des différences de ressenti en fonction des modes de vie. Par exemple, les gens d'un certain âge qui passent, dont l'essentiel de la vie consiste à s'occuper de leurs petits-enfants, ne sont pas tellement impactés par le confinement ou le couvre-feu, parce que d'une part, il y a des dérogations à chaque fois pour les aides familiales, etc. En plus, finalement, ce ne sont pas des activités qui nécessitent d'aller au café, hein, de s'occuper des petits-enfants. Donc tout ça, pour ces gens-là, finalement, ça ne change pas grand-chose. Par contre, pour le célibataire, ça change tout. Ça change tout simplement, absolument toute la vie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très difficile à vivre pour les habitants des grandes villes. Hein, très très difficile à vivre. Et plus on est habitué à avoir un réseau varié de relations, un réseau de gens qui n'habitent pas forcément autour de chez vous, qui peuvent habiter à 10 km, 20 km, etc., plus vous en souffrez. Bon, effectivement, si vous habitez, ce qui est devenu rare, un petit village où les trois quarts de vos amis sont dans le village, c'est tout de même devenu très rare, bah là, évidemment, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez très facilement voir les gens du village. Donc, c'est vraiment, il y a une différence urbain-ruraux très importante quant aux conséquences psychologiques du confinement. Est-ce que vous pourriez revenir également, avant de passer à une autre question, revenir sur le développement des troubles alimentaires, des troubles d'alcoolisme, d'addiction aux écrans, euh, comment fonctionne également comment fonctionne ce mécanisme, comment on arrive en période de confinement, de couvre-feu, à développer un trouble lié à l'alcoolisme ou des troubles alimentaires? Quelle est la connexion entre le lien de cause à effet?
En fait, alors le confinement favorise évidemment l'alcoolisme solitaire, qui n'est pas la même chose que l'alcoolisme dans les bars. Alors c'est vrai que la différence, c'est que l'alcoolisme dans les bars peut quand même rencontrer une limite qui est tout simplement les amis qui sont autour de vous, qui vous disent là, dis donc, tu devrais t'arrêter, tu pousses un peu ce soir. Donc, c'est quand même un alcoolisme qui est lié à des discussions, à des relations humaines, à toute une série de liens qui, comment dire, qui ont une fonction en quelque sorte thérapeutique, puisque ça permet de parler de ce qui va bien dans la vie et de ce qui ne va pas aussi, etc. Il est évident que l'alcoolisme solitaire ne rencontre pas la digue de l'éventuelle bienveillance des gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous dire bon, bah, maintenant tu devras arrêter parce que tu en es à ton 3e Ricard ou que sais-je. Et donc, il n'y a pas de limite. Et là, c'est un alcoolisme qui n'est plus lié à une convivialité et qui a une pure dimension pathologique, qui est 100% pathologique, sans le moindre correctif en termes de socialité. Donc là-dessus, il n'y a pas de limite, quoi, en fait. Parce que dire que les gens peuvent passer leur soirée à lire, bien sûr, c'est objectivement vrai, mais subjectivement, il y a beaucoup de gens pour lesquels la lecture n'a jamais eu beaucoup de place dans leur vie. Donc, ils ne vont pas tout d'un coup, sauf miracle, se découvrir une passion pour la lecture alors que leur soirée consistait à passer 1 heure ou 2 au bistrot du coin. Tout d'un coup, il ne va pas y avoir un transfert psychique de l'intérêt pour le bistrot vers l'intérêt pour la lecture. C'est quand même assez rarissime. C'est voilà, c'est pas du même ordre. C'est pas du même ordre. Et la lecture nécessite un minimum de préparation culturelle. On ne devient pas lecteur à 45 ans si auparavant on n'a jamais eu le goût de la lecture. C'est pratiquement impossible. Ou alors ça pourrait se faire sur la base de stages. Mais il est évident que de toute façon, en période de confinement, de couvre-feu, il n'y aura pas de stage d'initiation à l'amour de la lecture. Donc on tourne en rond, quoi. Voilà. Pierre, merci pour cette explication à propos des troubles d'alcoolisme. C'est vrai qu'être seul chez soi nous fait développer des troubles que nous n'aurions pas eu habituellement. Les troubles alimentaires sont de la même veine. Certains vont surconsommer du sucre, de la nourriture pour se calmer. D'autres, au contraire, vont arrêter d'en consommer pour maigrir de façon drastique. Dans les deux cas, c'est une mauvaise chose. Donc, voilà, faisons attention à ça. Avant de vous interroger sur le masque, une dernière question aussi à propos de cette partie. C'est sur l'augmentation de notre consommation potentielle d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. On sait que la France était très bien placée, ou plutôt très mal placée dans les classements européens et mondiaux en matière de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. On fait partie des pays qui en consomment le plus. Quelles en étaient très brièvement déjà les raisons avant la crise ? Et est-ce que vous pensez plutôt, parce que les raisons d'une éventuelle augmentation, je pense qu'on les a abordées, mais est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une augmentation de cette consommation, à la fois pour les gens qui en prenaient déjà et à la fois par l'apparition de nouveaux consommateurs ? Alors en fait, la cause de la surconsommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, c'est tout simplement l'augmentation du mal-être d'une bonne partie de la population. Et d'où vient l'augmentation de ce mal-être ? Essentiellement de la disparition des cadres communautaires qui étaient rassurants. Alors, cadre communautaire dans les zones rurales, où les gens étaient entourés de voisins qu'ils connaissaient, qui leur servaient de point d'appui psychologique, avec qui les relations n'étaient pas forcément toutes excellentes, mais qui faisaient partie d'un monde commun, qui constituait un monde commun. Alors, ces cadres communautaires ont disparu. Alors, en ville, les cadres communautaires, ça pouvait être aussi l'Église, mais la déchristianisation a été considérable. Les syndicats, les partis politiques, bon, les syndicats plus que les partis politiques, malgré tout.
Et puis tout simplement aussi la culture d'entreprise. Puisqu'il y a 50, 60 ans, beaucoup de gens faisaient une grande partie de leur carrière professionnelle dans la même entreprise. Donc en quelque sorte, l'entreprise devenait une communauté humaine, une communauté de vie. Une communauté à la fois d'épreuves, de mauvais moments, mais aussi de joie, de partage, de rigolade, etc. Et éventuellement une communauté où des luttes sociales pouvaient être aussi partagées. Bon, tout cela a changé avec la précarité de l'emploi, avec le fait que la notion d'emploi a remplacé la notion de travail et la notion de métier. Et en plus de l'explosion de ces cadres communautaires, qu'est-ce qui provoque le mal-être? Eh bien, c'est l'impératif de compétitivité, l'impératif d'efficacité. Hein. Et donc, tout ça provoque ce que le sociologue Alain Ehrenberg avait bien expliqué dans plusieurs livres, notamment la fatigue d'être soi. Hein, puisqu'il faut à la fois être performant, innovant, autonome, être capable de passer d'un cadre professionnel à un autre, c'est-à-dire être capable de se désencastrer de tout lien communautaire. Et donc, finalement, on demande à l'homme une extrême plasticité, alors que l'homme a besoin aussi de sécurité culturelle. Or, en fait, l'époque moderne nie à l'homme ce besoin de sécurité culturelle, y compris d'ailleurs avec des choses comme l'immigration, puisque l'immigration provoque quoi? Une insécurité culturelle, mais nos gouvernants, depuis des décennies, nous expliquent que si nous vivons mal l'immigration, c'est parce que nous ne sommes pas assez ouverts, etc., etc. Donc, il y a une culpabilisation. Et donc, effectivement, on ne tient pas compte des exigences anthropologiques de tous les hommes, y compris, bien entendu, des immigrés qui eux-mêmes sont déstabilisés parce que l'immigration de masse est une pathologie. Donc, il est normal de ne pas bien vivre une situation pathologique. C'est totalement normal. Donc, voilà donc en fait ce que l'on peut indiquer comme cause du mal-être qui est traité plus ou moins bien par des médicaments. Et alors le drame en plus en période de confinement ou de couvre-feu, c'est que souvent, dans la période actuelle, les gens demandent et obtiennent des médicaments, mais sans la psychothérapie. Vu les contraintes de déplacement, vu que nombre de médecins refusent le contact physique et proposent au mieux une téléconsultation hein, ou une vidéoconsultation. Donc, du coup, les médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques sans contact avec un psychiatre et sans psychothérapie ont de bonnes chances de donner de mauvais résultats parce que on sait très bien que il faut un accompagnement psychologique et pas seulement prendre des molécules. Il en est de même d'ailleurs pour d'autres maladies. Hein, si vous voulez, ce qui soigne le cancer, ce sont un certain nombre de traitements, mais à un moment donné, c'est aussi la qualité de la relation que vous établissez avec les médecins. Si vous avez une relation exécrable avec le médecin qui vous soigne une maladie grave, même si les molécules sont bonnes, vous n'allez pas être dans une situation de confort psychologique et à vrai dire, le soin risque de ne pas intervenir parce que quand même la dimension relationnelle joue dans une relation de soin. On fera un petit détour sur la question étudiante tout à l'heure et on reviendra certainement sur ces notions. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des conséquences? Alors bon, on a abordé le couvre-feu, on a abordé le confinement. Il y a une manifestation de la crise sanitaire qui risque de durer encore plus longtemps que ces deux mesures un peu extrêmes, et c'est le port du masque. Et d'ailleurs, le Conseil de santé là, nous dit que le masque en tissu n'est plus suffisant. On va peut-être nous imposer les masques FFP2. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le port du masque, c'est finalement une mesure de confort et de lutte un peu tranquille contre le virus? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va avoir de vraies conséquences psychologiques et c'est un sujet qui mérite d'être approfondi?
Alors c'est un sujet très important parce que c'est pas du tout neutre de porter un masque et c'est pas neutre du tout quand ça dure depuis des mois, bientôt une année. Hein, c'est-à-dire que il s'agit pas de porter un masque quand on est infirmier pendant une opération, ce que l'on comprend parfaitement bien. Mais là, c'est l'obligation du masque partout. On nous dit même qu'il faudrait le porter à la maison et pourquoi pas sous la douche. Et donc, effectivement, le problème du masque, c'est que, bah, évidemment, alors d'une part, ça empêche de bien respirer. Ça rend difficile de lire dans les transports en commun parce qu'il y a de la buée sur les lunettes, comme le rappelait Elisabeth Lévy. C'est anecdotique, mais pas tant que ça, parce qu'à vrai dire, il y a un certain nombre de gens dans les grandes villes qui ont 1 heure de transport en commun et leur principale façon d'utiliser intelligemment cette heure de transport, c'est de lire. S'ils ne peuvent pas lire, c'est quand même assez désagréable. Mais ça rend Mais encore plus bien pénible au-delà de l'heure de ça, transport en commun. En fait, c'est ça, c'est que ça rend encore plus ça rend pénible les encore, actions voilà, anodines du quotidien. absolument, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'un moment qui n'est pas de toute façon extrêmement folichon, mais qui passe en lisant, devient beaucoup plus pénible. Et puis surtout, dans les relations humaines, le fait de ne pas voir le visage de l'autre, c'est quelque chose de complètement pathologique. D'ailleurs, on voit à quel point nos dirigeants sont ridicules. Parce que moi, je n'ai jamais vu Recep Tayyip Erdogan ou Vladimir Poutine avec un masque. Par contre, notre inénarrable Castex n'apparaît jamais sans son masque et en se mettant du gel sur les mains toutes les 2 minutes. Enfin, c'est totalement ridicule. C'est vraiment grotesque. Et donc, ça, c'est un énorme problème parce qu'il n'y a pas de relation humaine sans voir le visage de l'autre. La séduction, par exemple, des femmes passe par des choses comme les boucles d'oreilles, par le rouge à lèvres. Maintenant, on voit plus que les yeux. Enfin, il y a une sorte de burkaïsation de la société française qui est quand même extraordinaire d'ailleurs parce que on a discuté pendant des années sur faut-il permettre aux femmes voilées et voilées jusqu'où d'accompagner les enfants lors des sorties scolaires. Là maintenant, on a résolu le problème. La société française est totalement burkaïsée et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, effectivement, cette question des masques est fondamentale. Alors, le philosophe Emmanuel Lévinas, d'origine lituanienne, l'avait abordé dans Totalité et Infinie, dans les années 30, dans Éthique et Infinie, une trentaine d'années plus tard, dans les années 60. Il explique que nous regardons le visage d'autrui plus souvent que notre propre visage, puisque notre propre visage, nous le voyons quand nous sommes devant une glace, mais à vrai dire, 95% de notre vie consiste non pas à nous regarder le visage, mais à regarder le visage de l'autre. Et c'est le propre de notre humanité. En cachant nos visages, finalement, nous devenons tous anonymes les uns par rapport aux autres. Et donc, finalement, ça va bien dans le sens de l'interchangeabilité de tous les hommes, qui est quand même la logique profondément du libéralisme marchand, c'est-à-dire par exemple, c'est la logique de l'immigration, c'est l'idée que tous les hommes sont interchangeables, que par exemple, si nous ne faisons pas assez d'enfants, c'est pas grave, faisons venir n'importe qui en France et ça compensera notre déficit démographique. C'est l'idée que n'importe quel homme est équivalent à n'importe quel autre homme, que en fait les héritages culturels n'ont aucune importance. Donc là, on est vraiment dans une logique, la logique du masque est dans la lignée directe de la logique du libéralisme individualiste, qui est à la fois individualiste et massificateur, puisqu'il considère que tous les hommes sont interchangeables. Donc c'est une régression anthropologique. Comme disait une philosophe proche de Lévinas, Corinne Pelluchon, le masque n'est pas le seul lieu de l'éthique, mais il est l'endroit de ma vulnérabilité. Donc ne pas montrer son visage, c'est très grave. Normalement, quand quelqu'un entrait dans une pharmacie en ayant gardé son casque de scooter, le pharmacien lui disait monsieur ou madame, veuillez enlever votre casque. Ça fait partie des règles de décence, de correction usuelles en France. Bah, maintenant, de toute façon, tout le monde est masqué.
Alors le seul paradoxe, c'est que comme on est en train de développer une société de télésurveillance et de reconnaissance faciale, c'est évident que ça va compliquer un petit peu. Ça va compliquer un petit peu si effectivement nous sommes tous masqués. Mais la logique du nouvel ordre mondial, c'est de nous pucer, de façon à ce que nous soyons tout le temps identifiés dans nos déplacements, ce qui rendra inutile la reconnaissance faciale, puisque nous serons en quelque sorte tous identifiés par une puce électronique qui pourra être opérée à distance. Donc c'est très grave. Si vous voulez, on est dans le masque au plus mauvais sens du terme, parce que si vous voulez, il y a toujours eu le masque, c'est quelque chose de très important dans l'histoire de la pensée. L'écrivain mexicain Octavio Paz disait: nous sommes condamnés à nous inventer un masque, puis à découvrir que ce masque est notre vrai visage. Alors il voulait dire par là que nous prenons parfois une attitude, une position, et il nous arrive d'aller jusqu'au bout de cette logique. L'exemple, c'est par exemple Henri de Monterland, qui se mettait en quelque sorte symboliquement un masque de Romain sur la tête, et certains en ricanaient avant 1972 en disant que Monterland était un joueur, qu'il n'était pas authentique, etc. Et à un moment, l'authentification du masque de Romain de Monterland, eh ben, ça a été tout simplement le coup de revolver, ça a été le suicide de Monterland qui a montré que son masque était en quelque sorte son vrai visage. Mais pour le coup, le masque qu'on nous oblige à porter n'est pas notre vrai visage, c'est un instrument d'anonymisation de la société. Donc, ce n'est pas du tout du même ordre. Et puis, c'est la fin des expressions faciales, c'est la fin des mimiques, c'est la fin des petits sourires ironiques ou des sourires complices ou des sourires compatissants. Et donc, c'est la fin d'une partie des relations humaines. Nous n'avons plus que des demi-relations humaines puisque nous ne montrons plus qu'un demi-visage. C'est à peine un demi-visage puisqu'on ne montre plus que les yeux. Donc, c'est un tiers de visage, donc un tiers de relations humaines. Il est vrai qu'il est beaucoup plus difficile d'établir des relations humaines saines et de créer des amitiés, créer des relations qui sont quelquefois plus poussées que des amitiés lorsque vous rencontrez quelqu'un avec un masque, c'est clair et net. Ouais. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus difficile. Bon, de toute façon, les sphères de rencontre étant extrêmement limitées aujourd'hui, pour revenir à la première partie de l'entretien, la question du masque ne devrait pas se poser. Bon, néanmoins, on sait que chacun joue un petit peu avec les règles et que les gens veulent quand même continuer à vivre. Donc, c'est assez pénible. Est-ce que vous pensez que le masque aura des conséquences à long terme ou finalement le moment où, disons par exemple, alors le Times là faisait comment dire, une projection temporelle en disant nous sommes en 2023, c'est la fin de la crise sanitaire, donc imaginons qu'en 2023 on puisse tous retirer les masques, on puisse tous se rendre à nouveau au bar et au restaurant. C'est une perspective assez triste quand même de se dire qu'il nous reste 2 ans d'attente, mais bon, imaginons. Est-ce que vous pensez que nous aurons des conséquences à long terme ou nous reviendrons finalement sur le mode des relations qui était celui de 2019 ? Alors, je pense que le naturel peut revenir assez vite, si je puis dire, au galop. Mais la question qu'on peut vraiment se poser, c'est est-ce que nos gouvernants ne veulent pas nous laisser le masque indéfiniment? Parce que ce dont on nous parle, c'est d'échapper peut-être à un troisième confinement à condition de bien respecter le couvre-feu et de tous nous vacciner, mais on ne nous parle jamais de supprimer le masque. Donc, on peut quand même se demander si on ne va pas évoluer vers une société comme certaines sociétés asiatiques où le masque est porté dans toutes les villes. Sachant que dans l'évolution du monde, les 3/4 des humains vivent en ville, ça veut dire que finalement, presque tous les humains seraient amenés à porter un masque. Alors, on peut se demander si c'est pas l'évolution qui diminuerait considérablement ce que Georg Simmel appelait la constitution sensorielle de l'homme, puisque finalement le visage et même le sentir sont atrophiés quand on porte un masque.
Hein, donc, ça serait quelque chose, ça serait la fin de la poésie du quotidien dont parlait Pierre Sansot, hein, l'historien, le sociologue du quotidien. Ça serait la fin de l'invention du quotidien, comme disait Michel de Certeau. C'est-à-dire que le quotidien deviendrait entièrement uniforme et monotone et sans l'imprévu que permet seul le fait de voir le visage de l'autre. Donc, si on abandonne le masque, je pense que le naturel reviendra au galop assez vite, mais si on ne l'abandonne pas sous des prétextes divers, et Dieu sait si nos gouvernants, avec les différentes variantes du virus, qui sont des mutations, enfin qui sont des choses totalement banales, tous les virus ont des variants, Dieu sait si par l'opération d'envoûtement des équipes Macron et de sidération psychologique, est-ce qu'on ne va pas pousser les gens à vivre avec des masques tout le temps? Je pense qu'actuellement, il y a deux France. Il y a la France qui a peur du virus et il y a la France qui a peur de la perte de la liberté. C'est devenu le vrai clivage. C'est devenu le vrai clivage absolument essentiel, puisque accepter la perte de la liberté, c'est accepter que la vie soit réduite à sa pure nudité. C'est-à-dire, à ce moment-là, la vie d'un tigre en cage, c'est une vraie vie de ce point de vue. Alors qu'il est évident que c'est une vie atrophiée, c'est pas la vraie vie d'un tigre. Mais on veut nous dire que l'essentiel, c'est de préserver la vie à tout prix, même si la vie est vidée de tout son contenu vivant, précisément. Et le contenu vivant, c'est le contenu relationnel. Donc, en quelque sorte, tant qu'on ne meurt pas, on est vivant, même si on ne jouit plus de quoi que ce soit, d'aucun plaisir relationnel et humain et interhumain. Donc, je pense que là, on a un vrai clivage entre les gens qui ont peur du virus, d'un virus totalement anodin, statistiquement, puisque finalement, il n'y a eu aucune surmortalité en 2020 par rapport aux autres années. Il n'y a eu aucune surcharge des hôpitaux par rapport aux autres années, puisqu'il y a eu 110 000 lits supprimés les 20 dernières années. Il reste 400 000 lits. Sur 400 000 lits, il y en a 2500 pour des cas dits de Covid en soins intensifs, mais dans beaucoup de cas, c'est du Covid plus d'autres pathologies. Et il y a environ 25 000 hospitalisés Covid, mais pas graves, qui ne sont pas dans des lits de soins intensifs. Donc, en bonne logique, dans un pays de 67 millions d'habitants, ça devrait être une affaire parfaitement anecdotique, 10 fois moins grave que la grippe de Hong Kong en 69, 10 fois moins grave aussi que la grippe asiatique de 1956-57. Donc, je pense que cette affaire du Covid est avant tout une affaire politique, en l'occurrence. Quel rôle va jouer pour vous la distanciation sociale dans notre rapport aux autres? Alors, là aussi, c'est comme le masque, ça accroît les difficultés de rapport aux autres. Il est évident que les gens ont besoin de se toucher. Ça fait partie de… Alors, entre amis, on se serre la main, éventuellement, il peut y avoir l'accolade, l'embrassade, etc. Mais tout simplement des gestes très simples, comme quand deux personnes dans les transports en commun se bousculent inopinément, eh bien, il est fréquent que l'un mette la main sur l'épaule de l'autre pour lui dire « Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu ». Enfin, ça fait partie des choses qui calment les tensions relationnelles et qui permettent de dire nous appartenons à un monde commun et j'ai eu une maladresse physique absolument désolée, etc. Il est évident que sans regard et sans le moindre geste physique, fût-il celui de poser 3 doigts sur une épaule, ça crée des tensions. D'ailleurs, on le voit dans les transports en commun, il y a des gens il y a des altercations souvent
un peu surréalistes, complètement stupides, de gens qui tout d'un coup se mettent à dire éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous de moi, vous êtes à moins d'un mètre, alors que bien souvent il n'y a pas beaucoup de place et de toute façon il est impossible d'être à plus d'un mètre. Enfin, J'ai vécu ça à la caisse d'un supermarché récemment avec une dame un petit peu âgée. C'est absolument insupportable et vraiment, certaines personnes qui donnent dans cette hystérie sanitaire, au-delà du fait de discuter de la pertinence ou non des mesures sanitaires et du danger ou non de ce virus, il faut quand même garder un minimum de relations sociales saines et les gens qui se jettent dans cette hystérie sont vraiment très horripilants et ont de la chance que la plupart d'entre nous sachions garder nos nerfs et sachions prendre de la distance par rapport à leur comportement. Parce que c'est vraiment, 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 vraiment pénible. Essayez de vous balader dans la rue sans masque, vous vivrez le même phénomène. Voilà. C'est impressionnant quand même l'effet de pression sociale que vous avez si vous ne respectez pas à la lettre les mesures du gouvernement. Même si vous avez le masque légèrement sous le nez, vous avez l'impression que vous êtes en train de commettre un crime et que vous mettez tout le monde en danger autour de vous. oui, oui, tout à fait. Et très souvent, effectivement, les gens qui sont terrorisés et donc très agressifs par rapport à ça, par rapport à un masque qui est descendu un peu en dessous le nez, font la remarque sans jamais dire bonjour. Moi, j'ai remarqué ça, sans jamais dire excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, pourriez-vous remonter votre masque? Non, c'est tout de Moi, suite, j'ai eu un geste de la main on est comme tout de ça. suite dans l'hystérie, quoi. On Ouais. est tout de suite dans l'hystérie, l'agressivité. C'est totalement fou parce qu'on est quand même dans une société où il y a des femmes qui se font violer parfois dans les transports en commun et personne ne dit rien. Mais alors pour le masque, il y a une sorte de contrôle social plus efficace que pour un viol, quoi. Enfin, c'est totalement. Parfois on se dit mais dans quel, dans quel délire sommes-nous tombés, quoi, en quelque sorte. C'est devenu d'une gravité, enfin, c'est terrifiant, quoi, vraiment. Enfin, Pierre, il y a quand même une différence dans votre exemple, c'est que si vous protégez quelqu'un d'un viol, vous le protégez. Si vous embêtez quelqu'un parce qu'il ne porte pas bien son masque ou qu'il ne le porte pas, vous exercez votre pouvoir de nuisance. C'est peut-être pour ça que les gens s'en donnent plus à cœur joie dans le second cas. C'est juste pour le plaisir de nuire à l'autre. oui, 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 il y a ça aussi. C'est vrai que le conformisme social est très efficace, hein, et je dois dire que on a dit parfois que dans les banlieues, les gens respectaient pas le confinement. Moi, j'ai constaté que la plupart du temps, ils le respectaient. Alors, bien sûr, quelques bandes de jeunes de 16-18 ans ne le respectent pas. Mais l'immense majorité des habitants, qui n'ont pas tous 16-18 ans, le respectent et peut-être même plus encore qu'à Paris. Plus qu'à Paris ou que dans les grandes villes. Parce que je crois qu'il y a une espèce de, sans doute, de sensibilité à la propagande télévisuelle de BFM TV et autres, qui est peut-être plus grande dans les banlieues où les gens passent beaucoup de temps, il faut bien le dire, devant la télévision. Hein, notamment, il y a pas mal de gens qui ne travaillent pas et qui donc sont complètement intoxiqués par la télévision. Et moi, j'ai vraiment remarqué un très très grand respect du masque dans les banlieues. Y compris des gens qui faisaient remarquer, un jeune notamment, qui faisait remarquer à une autre personne que son masque n'était pas bien mis. Le jeune étant en train de se boire une bière très forte, c'est ce qu'on appelle les bières des toxicomanes, à 9 ou 10 degrés, et en même temps, comme dirait Macron, en même temps de se rouler un joint. C'est quand même assez amusant parce qu'il se roule un joint, il boit une bière surdosée en alcool, qui sont ce qu'on appelle les bières des toxicomanes, mais sur le masque, il donnait des leçons de civisme, si j'ose dire. C'est assez sidérant, quoi. Et on observe, enfin, ça a beaucoup fait rire le préfet des Bouches-du-Rhône, qui remarquait que dans les lieux de deal, ni les dealers ni les clients ne portaient de masque. Et ils s'en désolaient. Ils ne se désolaient pas de la vente de drogue, mais du manque de masques. C'était ça le problème grave, visiblement, qui le préoccupait. Enfin, c'est assez, c'est assez pathétique. Et alors on ne sait pas si ça doit être vu d'abord comme pathétique ou d'abord comme ridicule, mais
en tout cas, ce n'est pas très glorieux pour nos gouvernants. Alors effectivement, cette histoire de distance sociale, elle est très importante parce que Erving Goffman, par exemple, le sociologue, qui est un disciple de Georg Simmel, explique que tout se joue dans nos relations, dans l'espace. Le fait de maintenir nos distances, justement, avec les autres en fonction du type de relation qu'on a, le fait, au contraire, d'aller vers l'autre, le fait d'ouvrir un espace à l'autre en lui disant, par exemple, mais il y a une place ici, n'hésite pas, assieds-toi là, prends place parmi nous. Quand vous êtes en réunion, qu'il y a par exemple un nouveau collègue qui ne sait pas trop où se placer, mais je t'en prie, installe-toi ici. Enfin, le gestuel est très important, comme avec les rites d'intégration ou au contraire les rites de distance. Or, tout ceci est complètement faussé par cette histoire de distanciation sociale qui s'est traduite de manière ridicule, d'ailleurs sur les quais des trains de banlieue, par des ronds. Et on était censé se mettre à l'endroit du rond blanc. Ça n'a jamais marché d'ailleurs. Il fallait se mettre, je ne sais pas si vous avez vu ça, sur les quais des trains de banlieue, des RER notamment, il y avait des ronds blancs et on était censé se mettre chacun sur le rond peint en blanc. Mais est-ce que ce n'est pas plus l'expression de l'infantilisation de notre société que l'expression de la crise sanitaire, cette histoire de rond c'est toujours Alors oui, alors les deux vont ensemble. Je pense que, alors disons que la façon dont le problème de santé du Covid, qui sans être un problème très grave, existe. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de nier que c'est une grippe un petit peu plus virulente que d'autres grippes et qui tue, même si c'est surtout 95-98% des gens de plus de 80 ans, mais il faut néanmoins essayer de soigner ces gens-là, bien entendu. Mais c'est vrai que la stratégie choisie est vraiment de l'ordre d'une incroyable, il faut bien le dire, infantilisation, et qui effectivement rompt avec les possibilités de marquer naturellement les proximités amicales qu'on peut avoir avec certains et les distances qu'on peut souhaiter avoir avec d'autres personnes, qui a le gros inconvénient de nous, de nous priver des rites d'attachement. Les rites d'attachement qui concernent tous les animaux, aussi bien les animaux humains que nous sommes, mais aussi les animaux tout court. Les rites d'attachement qui ont été étudiés notamment par John Bowlby, qui consistent en fait à ça peut être l'embrassade un peu des Espagnols, ça peut être la main sur l'épaule, ça peut être tout ce qui nous permet de manifester avec certaines personnes que nous partageons un monde commun. Hein. La et bise, donc, comment ? La bise chez nous, j'entends beaucoup de gens se plaindre de la disparition de la bise. Absolument, la bise qui n'a jamais tué personne. Hein. Et donc, tout ça évidemment est impossible. Et au nom d'une maladie que l'on veut éradiquer et non pas soigner. Hein, alors, ça me fait penser là-dessus, je ferai référence à un livre de Frédéric Rouvillois qui avait pointé l'hygiénisme du nazisme. Alors, l'une des marottes, par exemple, de Himmler, c'était l'extermination des moustiques. Il avait, parmi ses projets, en plus de l'extermination des Juifs, il avait parmi ses projets l'extermination des moustiques de toute l'Allemagne, sans tenir compte de ce que les moustiques, comme tous les animaux, ont aussi leur utilité. Vous voyez, alors ça, c'est l'hygiénisme. Et pour ce Covid qui n'est pas la peste noire, hein, eh bien c'est pareil, on nous dit finalement il y a deux solutions, soit rester chez soi, ne jamais sortir et ne voir personne, et soit être vacciné pour l'éradication complète. Et dans le même temps, malgré tout, on est bien obligé de reconnaître que le vaccin ne
ne sera peut-être pas efficace plus de quelques mois, n'empêchera pas forcément la contamination, en d'autres termes, ne servira pas à grand-chose. On oublie, parmi d'autres exemples, mais pas le moindre, on oublie le cas, par exemple, du virus du sida. Le virus du sida, il n'y a jamais eu de vaccin, il n'y en a toujours pas. Or, dans nos pays où on a accès aux soins, plus personne pratiquement ne meurt du sida. Pourquoi? Parce qu'on a mis au point des soins, des trithérapies, des quadrithérapies. Mais ce ne sont que des soins, ce n'est pas un vaccin. Donc ça veut bien dire qu'il y a, en matière de virus, des moyens de soigner des gens porteurs du virus sans pour autant aller vers un vaccin. Alors ensuite, s'il y a un vaccin, si on a suffisamment de recul sur la non-dangerosité de ce vaccin, pourquoi pas? Mais si on n'a aucun recul sur la non-dangerosité de ce vaccin, pourquoi ne pas envisager tout simplement des soins? En tout cas, le VIH, à partir de 98-99, avec l'accès aux trithérapies, la plupart des porteurs du virus se sont retrouvés avec une charge virale indétectable, donc quasiment intransmissible, et pourtant ils n'ont jamais été vaccinés. Donc il y a des solutions, c'est tout simplement ce qu'explique le professeur Raoult, soigner, et pas forcément éradiquer. Et surtout, comment peut-on éradiquer quelque chose dont les formes changent régulièrement? Par définition, c'est difficile. Pierre, est-ce que vous pouvez faire un petit point avec nous sur les troubles qui animent les étudiants aujourd'hui à la faculté? On entend beaucoup d'associations étudiantes se plaindre de ce couvre-feu, des cours donnés à distance, disant que ça crée chez eux des situations favorables au développement de dépression. Est-ce que vous pensez que la structure d'intégration qu'était la faculté également sera toujours aussi efficace demain? Voilà. Est-ce que ça va avoir des impacts à long terme sur la population étudiante qui se trouve dans les premières années de ses études supérieures, finalement, entre 18, 19, 20 ans? Pour quelqu'un qui a 23, 24 ans, c'est moins important, je suppose, de subir une année de cours à distance. Mais néanmoins, pour les gens qui débutent leurs études supérieures, je pense que les conséquences sont quand même très importantes. Oui. Alors, oui, on sait qu'il y a un taux d'abandon dans les premières et deuxièmes années d'études universitaires absolument considérable, qui tient au fait que le bac n'est plus réellement une préparation aux études supérieures, puisque maintenant presque tout le monde l'a, y compris beaucoup de gens qui n'ont en fait pas le niveau. Dès lors, ce qui est grave, c'est que le gouvernement, ne voulant pas oser réformer le baccalauréat, est capable de pérenniser le télétravail. Ensuite, ce qui est certain, c'est que les premières années surtout, bon c'est moins flagrant effectivement en Master 2, mais les premières années surtout, pour étudier, il faut être en groupe. Il faut qu'il y ait une émulation, il faut qu'il y ait une sorte de sentiment d'être au milieu de compatriotes, il faut qu'il y ait une camaraderie, hein, tout simplement, une camaraderie, il faut qu'il y ait des rites d'intégration, et puis il faut qu'il y ait des symboliques. Par exemple, la symbolique de l'entrée dans la salle d'examen pour un examen de 3 heures ou de 4 heures, c'est quelque chose c'est quelque chose qui marque malgré tout. Hein, c'est un petit peu comme le conseil de révision peut-être au service militaire dans le temps. C'est quelque chose qui symboliquement se dire que pendant 4 heures va falloir tenir le coup, va falloir gérer son temps, va falloir gérer l'attention. Je trouve que ça fait vraiment partie des rites d'intégration et que rien ne peut, aucun télétravail, aucune visioconférence, aucun visio-examen ne peut remplacer cela. Et en plus, les premières années d'étudiants sont certes des années d'études, mais ce sont aussi des années de formation psychique en quelque sorte, de camaraderie, de séduction, de drague, de rencontre, etc. Tout ça nécessite un brassage. Sans brassage, ça n'a pas de sens, quoi. On ne peut pas mettre de côté la vie intellectuelle et la vie amicale et la vie relationnelle. Ce sont des choses qui vont ensemble. Ce sont des choses où on s'enrichit en discutant avec l'autre.
Bien, bon, espérons que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible Espérons. pour les personnes les plus jeunes et a fortiori pour les étudiants. Peut-être quelques derniers mots avant de conclure, enfin pour conclure. Qu'est-ce qui est en train de se jouer exactement? Moi, alors, je vous donne mon ressenti personnel. Cette situation était amusante parce que, amusante, on rit jaune, mais on rit quand même, parce que le côté surveillance de masse renvoie finalement au concept de Big Brother dont on entend beaucoup parler. Alors, il y a Big Brother d'un côté et on a l'impression que Big Brother donne la main à Big Mother, pour reprendre les mots d'Alain de Benoît. Big Mother, voilà, le côté sors dans la rue, mets ton masque, sinon tu vas attraper le virus, me renvoie finalement à ce que certaines mères de famille font en disant à leur enfant ou leur jeune adolescent, écoute, on est en avril, mais mets quand même une écharpe, tu pourrais attraper froid. Voilà, voilà, ça me fait penser à ça. Et il y aurait à interroger aussi sur la disparition de la figure paternelle, la figure masculine, au profit des figures plus féminines. Et il y a fort à penser que la crise n'aurait pas été gérée de la même façon dans une société dominée par les hommes, n'en déplaise à celles et ceux qui pensent que le patriarcat est encore aux manettes et que les hommes dictent tout. En fait, non, dans l'état d'esprit, c'est pas le cas et voilà ce qui s'exprime. Donc, est-ce que les enjeux actuels, à défaut d'être purement sanitaires, ils sont d'abord politiques, vous en parliez tout à l'heure, et est-ce que notre façon de le gérer, notre façon de le vivre demain, c'est ni plus ni moins que l'expression de la transformation de notre société amorcée il y a, bon, disons, depuis mai 68, en grossissant le trait. Oui, alors fondamentalement, c'est la dictature de la raison technocratique, hein, qui a bien été analysée par notamment John Ralston Saul dans un livre qui s'appelle Les bâtards de Voltaire, qui doit être sous-titré La dictature de la raison en Occident. Donc, c'est la dictature de la raison technocratique qui est plus Big Mover que Big Favor. Et donc, c'est un biopouvoir, comme disait Michel Foucault, qui se met en place. C'est aussi dans la continuité du saint-simonisme. Hein, Frédéric Rouvillois, là encore, a bien montré que Saint-Simon était en quelque sorte l'inspirateur de Macron. Hein, et on pourrait dire aussi, au-delà de Saint-Simon, deux, trois décennies plus tard, Auguste Comte, hein, avec ses trois âges, théologique, métaphysique, scientifique. Ben, l'âge scientifique, c'est celui auquel Macron prétend se référer, sachant évidemment que c'est une science totalement arbitraire, puisque Macron choisit ses scientifiques, qui ne sont pas plus scientifiques que les scientifiques qui sont totalement opposés aux avis de son conseil scientifique. Plus la pseudo-doctrine de nous sommes en guerre avec le conseil de défense, alors que le virus n'a strictement rien à voir avec une guerre. Mais ça, évidemment, depuis Jacques Chirac, on n'a plus de présidents qui savent ce que c'est qu'une guerre. Giscard d'Estaing avait fait la guerre en 44-45, hein, Jacques Chirac a fait un petit peu la guerre d'Algérie. Depuis, on n'a que des gens qui n'ont même pas fait leur service militaire, donc effectivement qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'une guerre, donc ils emploient des mots dont ils ne connaissent pas le sens. Donc nous sommes en tout cas avec cette dictature de la raison technocratique dans ce que Slavoj Žižek appelait la gestion du parc humain. Je crois que ça c'est vraiment fondamental. On est dans la gestion du parc humain, masque, distance sociale, éviter les comportements à risque, confinement et couvre-feu, couvre-feu et confinement, etc., etc. Et donc effectivement, il s'agit de détruire nos structures symboliques et notre imaginaire, de les détruire ou de les remplacer par autre chose, par des produits télévisuels, par Netflix, etc. Donc je crois que, en fait, le libéralisme continue son processus de transformation de l'homme, c'est-à-dire que le libéralisme est parti du postulat que l'homme se réduisait au calcul individuel de ses intérêts, sachant que, bien sûr que ce calcul existe, mais qu'il n'a jamais correspondu à tout le champ des pratiques humaines. Et il s'agit en fait de faire de ce postulat partiel, qui était une vérité partielle, qui était donc faux, parce qu'une vérité partielle, c'est en fait pire qu'un mensonge. Il s'agit de faire de ce postulat une réalité
en faisant que tout dans les démarches humaines soit calcul et que le calcul soit ramené à la préservation de la vie nue, c'est-à-dire de la vie sans relation, sans la richesse relationnelle de la vie. Hein, donc, il s'agit de transformer l'homme, selon l'hypothèse libérale, en homme totalement interchangeable, c'est-à-dire totalement massifié. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit avec le libéralisme macronien, d'avoir tous les inconvénients du communisme sans les avantages. Les avantages, c'est par exemple l'éducation populaire, les concerts de qualité, parce que Tchaïkovski, c'était quand même autre chose que le rap, hein, et que les invités de Macron à la fête de la musique. Donc, il s'agit d'avoir tous les inconvénients du communisme sans les avantages du communisme, sans une certaine égalité, notamment, enfin, une égalité relative. Tout en gardant tous les inconvénients du turbo-capitalisme, c'est-à-dire des écarts de richesse énormes et une société entièrement dominée par l'argent. Je terminerai par une note d'espoir. Hein, c'est Slavoj Žižek qui explique que malgré tout, les subjectivités résistent au pouvoir, une sorte d'instinct de survie, de résistance réside, et je pense qu'effectivement, là réside l'espoir. L'envie de garder des liens avec autrui, l'envie de résister à la fragmentation et à l'isolement libéral, l'envie de refaire du lien, c'est peut-être grâce à cela que nous échapperons au totalitarisme que les équipes libérales, aujourd'hui macroniennes, demain que sais-je, ça sera un autre produit des forces du capital qui sera au pouvoir, mais en tout cas, nous résisterons peut-être avec nos subjectivités en lien avec celles des autres à ce totalitarisme libéral qui semble être l'unique horizon des dictateurs technocratiques au service de l'argent qui nous gouvernent. Cher Pierre, merci pour cet entretien. Gardons le cap, comme l'expression le dit, la lutte, même sans espoir, reste un espoir. Donc continuons à lutter, continuons à faire le nécessaire pour retrouver au plus vite nos libertés et pour pouvoir finalement sortir un peu de ce climat d'angoisse qui est très, très désagréable. Alors pour ce faire, on peut suivre vos travaux sur Facebook. Vous avez un compte Facebook qui est très actif et sur lequel vous relayez la plupart de vos passages médiatiques. Évidemment sur YouTube, où ces passages médiatiques figurent. On peut trouver vos livres sur la plupart des plateformes de diffusion, Pierre. Oui, alors la maison d'édition s'appelle labarquedor.fr. On trouve les livres sur la grande plateforme de diffusion que tout le monde connaît, que je ne cite pas. On les trouve aussi sur Bookelis, qui est un diffuseur, lui, européen, contrairement à l'autre. Donc, il n'y a pas de mal à les trouver. Éventuellement, on peut toujours envoyer un mail sur le site de la Barque d'Or, labarquedor@gmail.fr, tout simplement. Voilà, et merci Maxime, merci à Pierre-Yves Rougeron qui anime tous les réseaux autour du cercle Aristote, et avec du travail, de la lutte et peut-être la petite fille Espérance, nous allons peut-être sortir de ce tunnel. Effectivement, faisons en sorte que, si vous souhaitez soutenir le Club du Mercredi, nos actions, ça se passe sur Tipeee. Le lien est en commentaire. Ça se passe également sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter, sur lesquels vous pouvez suivre nos travaux. À très bientôt. À bientôt.